Merci de nous rester fidèles et de continuer à réagir à nos canaux habituels aux sujets qui font objet de débat ce matin ici. Nous parlerons tout à l'heure de la manifestation des femmes de Koronti. On parlera de la délégation spéciale de Dabola, mais également du port de Moribaya. Les travailleurs sont en grève. Nous en saurons davantage avec un d'entre eux qui sera au bout du fil. Alors, Alassane Sako, on s'est réveillé avec cette information des femmes de Koronti qui sont dans la rue ce matin. Ce matin, très tôt, ce matin d'ailleurs, il faut le rappeler, des femmes avec des pancartes. On peut lire, hein, Jacques, nous souffrons à Koronti. Donc on peut l'évaluer sur plusieurs angles, comme les premières informations que nous avons reçues depuis ce matin. Alors, il y a que, après l'explosion du dépôt central du carburant, des hydrocarbures de Koronti, il y a eu des maisons qui ont été touchées, des personnes qui ont été obligées de se déplacer. Alors, on sait que de l'autre côté, en ce qui concerne la mobilisation des dons pour venir en aide aux sinistrés, ça, les moyens ne manquent pas parce que ça vient à chaque fois. Mais de l'autre côté, il y a des citoyens qui ont perdu des maisons dont les maisons ont été touchées. Donc, ont été même répertoriés au niveau de la cellule de crise qui avait été mise en place. Alors, ces femmes dans la rue, on peut les entendre aisément dans leurs cris qui disent ici chez nous, c'est chez nous, on ne va pas quitter. Alors, est-ce que entre-temps, la première question qu'on se pose, est-ce que l'État est en train de procéder au déguerpissement de ces lieux-là pour enfin reconstruire après, sans dédommager, sans prendre en compte les difficultés, les préoccupations dans lesquelles ces sinistrés-là se trouvent? On se pose cette question, mais de l'autre côté, est-ce que c'est la manière? Parce qu'au niveau du marché Nyengema, qui est juste en face du stade de la mission, là c'est déjà acquis, hein, c'est déjà déguerpi, ils ont fait descendre, puisque l'annonce a été faite. Mais de l'autre côté, quand on descend un peu plus bas au niveau du quartier Koronti, qui justement les maisons le qui font Koronti, qui fait face, a plutôt été affecté par l'explosion, mais il n'y a pas de programme de déguerpissement là-bas, en ce que je sache. Voilà, donc pourquoi cette sortie? On a essayé avant cette émission d'essayer de rentrer en contact avec le chef de quartier. Pour le moment, puisque nous l'évoquions tout au début de l'émission, l'appel téléphonique, on va essayer de revenir là-dessus. Mais pour le moment, c'est l'essentiel de ce qu'on peut lire par rapport aux cris de ces citoyens de Kaloum. Et on nous apprend également que l'entrée de Kaloum est difficile, hein? Difficilement on y entre et on y ressort. Pour le moment, déjà même dans les conditions normales, l'entrée de Kaloum est difficile d'une manifestation, ça complique davantage les choses. Comme on le sait, lorsqu'il y a eu cette explosion, le premier problème qui s'est posé, c'est bien sûr le problème de logement. Oui. Parce que les citoyens se sont vus sans maison. Pour plusieurs jours, ils ont campé du côté du palais du peuple. Pour certains, jusqu'à Donka, non, en face donc à la mosquée, oui, mosquée Faisal. Mais les dons qui sont arrivés, c'était beaucoup plus la nourriture. Ouais. Est-ce que finalement l'État n'est pas en train d'être rattrapé par si vous voulez le manque de réflexion véritable sur les conséquences que l'explosion a provoqué? Oui, déjà Jacques, en fait, moi ça soulève une seule chose, c'est-à-dire qu'après l'explosion du dépôt de carburant, l'État n'avait qu'une seule priorité. Comment faire de sorte de pouvoir rapidement mettre fin à cette pénurie de carburant. Comment améliorer la desserte en carburant rapidement dans le pays? Ça a été la priorité majeure de l'État et voilà pourquoi des solutions ont été trouvées et ça s'améliore parce qu'on sait les conséquences de cette pénurie-là. C'était le fauteuil qui était menacé et donc face à ça, on a rapidement trouvé une solution. Maintenant, on sait que l'explosion du dépôt de carburant n'a pas un impact uniquement que sur le dépôt de carburant. Il y a des personnes qui ont perdu leur vie. On ne parle
parle même pas des enquêtes. Est-ce que c'était quelque chose qui était criminel ou naturel, ou c'était un simple incident? On en parle. Criminel, c'est écarté, puisqu'on a entendu deux membres du gouvernement sur la question. Ça, c'est question criminelle qu'il faut écarter cela. En parler, c'est un pays de droit. L'État, c'est une continuité. Un autre régime viendra, ils vont s'intéresser à ça. De toute façon, il est important de signifier que ça soit une affaire, que ça soit un simple incendie naturel ou ça soit criminel, une enquête devait venir révéler ces faits-là. Ça n'a pas été le cas. La seconde des choses, c'est la façon dont la crise a finalement été coordonnée dans sa gestion. Ça a été mal fait. Voilà pourquoi ils sont rattrapés par ça. Aujourd'hui, les gens ont perdu des logements et des habitations. La dernière fois, on avait une dame qui était sortie sur les réseaux sociaux pour lancer son cri de cœur, pour qu'on l'aide à trouver un lit, un matelas, un lit de limite 2 places où elle peut se coucher pour dormir. Déjà, ça évoquait le fait que c'était mal géré, cette crise-là. Les gens disent qu'ils ne reçoivent pas. Il y a eu beaucoup de dons, même pour ces questions alimentaires, même pour l'alimentation. Les gens disent qu'il y a eu beaucoup de dons qui sont parvenus. Et la plupart de ces dons-là, les gens disent que ces nourritures-là ne sont pas à leur disposition. Pourtant, le comité, manger. Le comité de crise avait fait une évaluation. Et justement, l'évaluation est faite pour connaître les besoins et d'orienter donc les aides qui arrivent, même en s'adressant aux citoyens qui volontairement ont décidé d'apporter leur soutien. On aurait pu dire par exemple, oui, on a besoin de telle quantité de riz. Ceux qui allaient s'orienter vers cette branche-là allaient apporter du riz. Mais on a besoin de feuilles de tôle, on a besoin de sacs de ciment. Ça, c'est comme ça. C'est comme ça on devrait procéder. Mais on a laissé les gens contribuer. Et finalement, moi, j'ai vu beaucoup de dons. Bien entendu, il faut féliciter les Guinéens qui l'ont fait. Parce que c'est nos compatriotes, il fallait apporter de l'aide tout de suite. Mais il n'y avait que ça, au fait. Oui, exactement. Et Jacques, une chose. Depuis combien de temps? Il y a des enveloppes qui tombaient aussi. Jacques. Des enveloppes au niveau du comité. Les enveloppes sont allées dans les mains de qui? Il y a le comité. Jacques. Et même les Guinéens de l'étranger avaient envoyé de l'argent dans ce sens. C'était quand la dernière fois que vous avez entendu ce comité-là parler? Ça date. Ça date. Ouais, le comité ne parle même plus. Maintenant, ça laisse des interrogations. Est-ce qu'il existe maintenant ce comité-là même? Parce qu'en fait, si vous ne parlez pas aux gens et qui n'ont aucune lisibilité, et d'autant plus que c'est des promesses, parce que les dames, quand elles sortent, elles disent que c'est des promesses de l'État qui n'ont pas été tenues. Parce que l'État leur a promis qu'on va vous loger. Ne craignez pas, on est là pour le peuple. Et si vous avez eu un tel drame, nous sommes là pour vous aider à avoir des habitations. Qu'est-ce qu'ils en ont fait derrière? Dans d'autres pays sérieux, on aurait réquisitionné certains hôtels de la place pour demander à ces gens-là de partir, le temps pour eux de pouvoir trouver des solutions. Ils auraient trouvé facilement des maisons modulables, des maisons mobiles, qu'on puisse mettre là à ce niveau-là pour permettre simplement à ce que ces gens-là ne puissent pas se retrouver à la belle étoile pour passer leurs différentes vies. On va revenir là-dessus juste derrière avec d'autres informations, bien sûr. Une pause derrière l'écran publicitaire. Aïssatou Sané se présentera pour relayer vos messages. Merci de nous rester fidèles et de continuer à réagir au hashtag espace GG sur X et aussi 157 39 13 13. Nous parlons de la manifestation à Koranti. Depuis ce matin, la commune de Kaloum s'est réveillée avec la colère des femmes sinistrées de Koranti. Manifestation véritable, la circulation bloquée. Nous parlerons également de la délégation spéciale de Dabola dont la liste serait déjà arrivée à Conakry. Problème. Un jeune s'est retrouvé sur la liste des fonctionnaires retraités. Ça ne passe pas du côté de la jeunesse de Dabola. Vous allez entendre Mamadou Kali Bari. Il est de la commune urbaine de Dabola. Et puis nous parlerons du port de Boribarea où les travailleurs sont en grève. Alors nous revenons ici. Au début, on parlait de ce mouvement de colère ce matin du côté de Kaloum. Avons-nous Kerfala en direct? Oui, Kerfala, notre collègue qui est donc à Koranti ce matin où il y a une protestation. Bonjour Kerfala. Les grandes gueules. Bonjour à toute l'équipe de l'émission Grande Gueule. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe à Koranti ce matin et pourquoi il y a du bruit? Oui,
Oui, tout d'abord, je m'appuie sur le sublime et la bénédiction salvatrice du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, pour dire bonjour à toute l'équipe de l'émission Grande Gueule et le peuple de Guinée. Et ce matin, au niveau du pont 8 novembre, on a constaté un bouchon interminable. Donc, d'après les explications, avant d'arriver en ville, on aurait appris maintenant finalement par les motards qui disent que réellement les femmes ont pris d'assaut les rues de Kaloum. Donc, exactement moi-même, j'étais dans le taxi. Finalement, je suis descendu, j'ai pris vraiment à pied. Maintenant, je suis au niveau de la Fédération guinéenne de football. Ici, les forces de défense et de sécurité, la police, ainsi de suite. Tout le monde est là. Les femmes sont sur les pistes avec leurs matelas, leurs lits, aussi leurs marmites. Elles revendiquent sur trois points essentiels. Un, la fermeture de l'hôpital Bernard Kouchner. Depuis la situation qui s'est passée au niveau de l'hydrocarbure. Et deuxième point, la fermeture de l'école le 28 septembre, c'est l'une aussi de leurs plateformes revendicatives de ces 4 points. Le troisième, c'est après l'effondrement, après cette explosion de l'endroit l'hydrocarbure, ces femmes disent qu'elles passent la nuit sur la belle étoile. Donc, qu'elles en ont vraiment marre de cette situation. Donc, ça fait partie aussi de leur plateforme revendicative. Quatrième point, c'est le déguerpissement du marché Niger. Donc, ces femmes disent, marché Yengema, pardon. Les femmes disent c'est là-bas qu'elles effectuent vraiment leur activité quotidienne. Donc, qu'ils ont venu leur déguerpir les lieux sans leur avertir, qu'elles vont vraiment revendiquer jusqu'au besoin de la satisfaction. Elles comptent même aller loin le lundi, de bloquer à partir du 8 novembre. Je suis même auprès d'une femme, l'une des responsables de cette manifestation des femmes de Kaloum. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Bonjour madame, madame Iloualita. Bonjour, on va le marier ça va. Michel Barre réellement. Moi, hôpital, mon franc, Bernard Kouchinel. Moi, l'école 28 à mon franc. Moi, marché, on va n'avoir pas mouillé. Quand oui, c'est là, tu vois, ma taroum makéam. Tu mouilles à nous, mawanou. Voilà, ça m'a fait ça, 8 heures. 8 pommes. Lundi, le 8 heures. Nous sommes à 4 côtés de Mouna Balé. Mouna Balama. Mouna Balama, les générales. Mouna Balama, la Murio, et Mouma. Ok, oui. Elles ont brandi des pancartes en mentionnant un gouverneur zéro et les autorités. Donc, néanmoins, j'avais entendu le bruit ici à Kaloum. Nous sommes au niveau de la Fédération guinéenne de football. Donc, les femmes, elles comptent vraiment aller. Oui, Kerfala. Merci. Vous restez en repérage à Kaloum également, où nous avons Lamine Kaba, Aïssatou Mara. Nous reviendrons au cours de cette émission quand il sera nécessaire pour voir l'évolution des choses de ce côté. Alors, oui. 4 points de revendication, Théophile. Oui, Théophile, tu as vu, finalement, j'ai du mal à manipuler ces micros. Là, tu es là. Donc, 4 points de revendication finalement. Vous avez la fermeture de Bernard Kouchner. Nous en avons parlé ici. Mohamed Ali en a parlé ici parce que on l'a vu clairement. On a eu aussi des témoignages. C'est vrai qu'il y a eu des impacts, mais pas des impacts majeurs. Les autorités ont décidé tout simplement de fermer et aujourd'hui on a du mal à retrouver le calme de ce côté. Vous avez la fermeture du lycée 28 septembre. Les élèves qu'on a pris là, on les a amenés dans des écoles qui sont déjà pléthoriques. Évidemment, beaucoup d'enfants qui partaient là ne partent plus à l'école. Je crois que le troisième point, c'est quoi d'ailleurs? Le marché Yengema, voilà, qui est fermé. Et puis le quatrième point, c'est déjà des gapis même. C'est déjà des gapis, j'ai bien vu, c'est rasé complètement. Et le quatrième point, c'est bien sûr ces logements-là. Oui, on voit bien ce qui est en train de se passer. Là, on est en train d'arriver à un certain niveau. Déjà, le niveau était inquiétant, mais il l'est encore plus. Parce que là, on parle de nos mamans, on parle de femmes, et ça devient très compliqué. Les jeunes, d'accord, les acteurs sociaux, très souvent, ils sont en face de l'État. Mais là, les mamans qui sortent, dans l'histoire, on rappelle, quand les femmes sortent,
c'est que la crise est à un certain niveau. Les femmes, ça veut dire maintenant, puisque les hommes n'ont pas pu, puisque les jeunes n'ont pas pu, alors nous les femmes, on porte maintenant les pantalons et c'est nous qui gérons la crise. Les plateformes, ceux qu'elles revendiquent, c'est surtout le dernier point, c'est à juste titre. Et il y a eu un problème, il y a eu la crise dont nous parlions tout à l'heure. Et l'État a fait des promesses. Mais ce qui a fait, ce qui a amené beaucoup plus de problèmes, je crois, à la source de ces soucis, c'est la latence de l'État quand il y a eu ce problème. Alors, lorsqu'il y a eu la crise, dès lors qu'il y a eu la crise, on a dû attendre quelques heures. Et même pourquoi, un jour après, avant que l'État ne réagisse. Et en temps de crise, le petit temps qu'on considère pour nous petits, une journée qui a été prise avant que la solution ne soit trouvée, impacte aujourd'hui. Oui, elles ne dorment pas, elles n'ont pas de maison où se loger. Qui doit prendre soin d'eux, c'est l'État. Où est l'État? L'État n'est pas en train d'agir. Et mieux, l'État, même s'il était en train de déguerpir, même si le déguerpissement avait commencé il y a un peu plus longtemps que cette explosion, même si c'est une continuité, mais ça devient comme si, vous cassez, on n'a pas de maison, et là, on est en train de dormir à la belle étoile. Elle peine à dormir, et c'est difficile, alors qu'elle voit au quotidien les gens rentrer en ville. C'est ça aussi leur grand problème. Oui. Les gens rentrent, les gens vont, les fonctionnaires continuent, l'État continue son travail. Et elles se disent, attends, si on ne sort pas, notre problème ne sera pas résolu. Avec le prix des denrées, avec tout ce qui est en train d'arriver, alors c'est normal qu'elle sorte pour dire que on en a ras-le-bol, on n'arrive plus à manger et ça crée un problème. Et je termine pour ça avant de donner la parole à d'autres. Si nous on a parlé et qu'on ne nous a pas écoutés, si d'autres ont parlé qu'on ne nous a pas écoutés, je me demande bien, j'avais envie de poser la question, comment ils sont en train de gérer les femmes, parce que je ne suis pas sûr qu'ils peuvent brutaliser, aller jusqu'à ce niveau, brutaliser les femmes. Et je ne sais pas, peut-être qu'avec ça, même si on a des oreilles sourdes, le cri de cœur peut passer, puisque ça, ce sont les femmes et elles sont sorties pour une cause, surtout une cause d'habitation. Et on ne le dira jamais assez. L'État aurait pu profiter de ce moment. C'est vrai que c'était un drame. C'est un moment où les gens sont morts, des dizaines de personnes. Mais à quelque chose, on ne va pas dire malheur est bon, mais il y a des réflexions. Au jour du malheur, on réfléchit. Pendant ce moment où on a eu des difficultés à déguerpir les gens en temps normal, parce qu'on était en train de faire des casses, les gens se plaignaient. Quand il y a eu ce moment, c'est vrai qu'il y a des sinistrés, c'est vrai que c'est un problème. Au même moment, on trouve des solutions pour nourrir, pour guérir les gens. Au même moment, c'est en ce moment l'État réfléchit. Ah, maintenant il y a un problème, puisque la population elle-même se déporte, parce que la même nuit, les gens ont commencé à venir vers la banlieue. C'est le moment propice de trouver un endroit, de construire un campement, dire à toutes les populations de la ville, l'air est pollué, il y a tel problème, il y a tel, tout le monde le voit, on envoie ces populations, plus facile de le faire. Maintenant, dans des constructions adaptées pour cela, c'est-à-dire il ne faut pas seulement leur dire vous quittez la ville, il faut pouvoir les loger. Tout ça c'est une question d'anticipation, c'est pas la première fois qu'on en parle. Tout ça c'est une question d'anticipation. Mais loger déjà ceux quand même qui étaient dans le besoin, il y a possibilité. Je pense que l'État ne va pas manquer de possibilités pour faire des campements adaptés. Le temps, s'ils n'ont pas anticipé de construire, ça devait se faire un peu dans le temps, des logements sociaux. Et c'est là le problème, il faut anticiper. Et aujourd'hui, je vais terminer dessus, ce qu'il faut faire. Pendant qu'il y a le problème, ce n'est pas le moment de ne se concentrer que sur le problème. C'est réfléchir à demain ce qui peut advenir. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont sorties. Demain, qu'est-ce qui va advenir? Ils doivent réfléchir à la suite. Ils doivent réfléchir à la suite parce que aujourd'hui, c'est le dépôt d'hydrocarbures. Demain, il se peut qu'il y ait une autre chose, un autre incident. On ne le souhaite pas. Mais quand ça arrive, comment l'État se prépare à accueillir cet incident? En temps normal, il y a une cellule de crise, ça c'est permanent dans toute entreprise. Mais il y a un comité de crise qui a été mis en place, mais comme Caps le disait, permanent. Depuis un bon moment, le comité de crise ne parle plus, ne nous dit plus où on va. On nous apprend. On est en train de réussir de manière progressive la gestion des hydrocarbures, donc l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. On se contente de ça, on oublie d'autres problèmes provoqués par cette explosion. Alors qu'on nous apprend ça c'est même dans les entreprises. Toutes les grosses entreprises ont une entité. C'est pour ça qu'il y a des sapeurs-pompiers. Ils sont là, les sapeurs-pompiers. Ils ne sont pas tout le temps déployés sur le terrain, mais ils sont là, ils veillent à chaque moment parce qu'ils savent qu'il se peut que quelque chose arrive. Sauf que le problème... Et des budgets sont déboursés pour cela.
Chaque année, s'il n'y a pas d'incident, Dieu merci, on le reconduit pour l'année suivante. Mais sauf que nous, on règle les choses au cas par cas. Et l'une des plus grosses erreurs que nous avons faites, c'est ne pas avoir été réactif. Dès lors que c'est arrivé, à la seconde près, il fallait réagir au moment. Et là maintenant, je ne sais pas comment ils vont régler ce problème. Il faut qu'ils le règlent parce que la ville s'est fermée. Et nous, tous qui avons des programmes ce matin, c'est impossible d'y aller. Les femmes, les familles dorment à la belle étoile. Et on apprend que des jeunes, ils n'ont pas laissé leur maman seulement. Hein. Les jeunes aussi se sont ajoutés. Quand ta maman sort, tu sors. Évidemment, voilà, évidemment. Oui, Caps. Voilà, moi je pense qu'il y a quand même un premier fait qu'il faut évoquer. Vous savez, suite à ce drame, l'explosion du dépôt de carburant, on a vu l'élan de solidarité qui a commencé en Guinée. C'était exceptionnel de voir que malgré ces difficultés, les jeunes se sont mobilisés eux-mêmes, sont allés remplir la mosquée Faisal et les dons ont commencé à venir de partout. Et à ce niveau-là, on a tué la motivation des jeunes parce qu'il y avait des plateformes qui s'étaient créées pour lever de l'argent. On va revenir tout à l'heure pour continuer à analyser. Aïssatou Mara, en direct de Kaloum. Bonjour. Les grandes gueules. Bonjour, bonjour. Alors, dites-nous qu'est-ce qui se passe. On a déjà les premières informations. Les femmes et puis les jeunes maintenant sont dans la rue. Est-ce que le mouvement est sur le point d'être maîtrisé? Est-ce que tu peux changer de position, te déplacer un peu? On va évaluer la qualité du son. On a du mal à t'entendre. Aïssatou est toujours là? Oui, on a du mal à l'entendre. Peut-être qu'il faudra la rappeler. C'est le problème de réseau dont on parlait. Oui, le problème de réseau. Moi-même, j'ai eu du mal à appeler. Ça. J'ai appelé plusieurs fois. Ce n'est pas passé. Oui, allez. Il faut. On est en train de tester, d'éprouver ta capacité de résilience et de persévérance, de détermination et d'endurance. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc il faut persévérer dans les appels. Quand on appelle. Si on sait où se trouve l'intéressé, on va là-bas. Le réseau n'est pas passé, donc on va le chercher. Non, mais on arrive, c'est quand même une situation qui est déplorable. Je disais tantôt que l'élan de solidarité avait amené des jeunes à se mobiliser, à mobiliser des vivres. Et des jeunes étaient même allés créer des plateformes pour lever des fonds, notamment bien facile. On a vu le cas de Waimo aussi. Ils ont levé des fonds pour permettre à ce qu'on puisse mettre de l'argent à la disposition de ces familles qui souffrent. Maintenant, on a eu plusieurs versions. Des denrées impropres à la consommation s'y trouvaient. On avait du mal à pouvoir repérer effectivement ça provenait de qui est-ce qu'il avait envoyé. Donc un problème de coordination. On devait justement améliorer la coordination sans pour autant tuer cet élan de solidarité, sans pour autant tuer l'envie chez les personnes de continuer à collaborer, à contribuer et donc de bien faire. On a la diaspora qui pouvait continuer à soutenir, on a les populations au niveau local ici qui pouvaient continuer à soutenir et finalement ça a été difficile pour tous ces gens-là. Maintenant que eux on leur a interdit, on nous a signalé qu'il y a des produits impropres à la consommation. On allait nous brandir ces résultats-là et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas tous ces résultats-là en lien. On avait commencé à entendre des femmes dire que les denrées qui arrivaient n'arrivaient pas à bon port parce que simplement... On va essayer encore de repartir avec Aïssatou Mara en espérant bien entendu que ça va être bon cette fois. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, Djiba. Oui, nous vous entendons mieux. C'est Jacques qui est là, Djiba et à Abidjan. Alors, dites-nous, est-ce que le mouvement est au moins sur le point d'être maîtrisé? Concrètement, qu'est-ce que vous observez autour de vous? Ici, autour de moi, une grande manifestation. Les femmes et les jeunes de Kaloum sont sortis prendre d'assaut les rues du centre-ville de Kaloum, bien sûr. Et là, il n'y a pas de passage. Les véhicules sont bloqués. Depuis, à partir de Dixit déjà, on constate un embouteillage très fou. Ça ne bouge même pas. Et jusqu'à Kaloum, ici, à Koronti, au Carrefour, les motards sont venus jusque-là, mais les dames et les jeunes sont sortis, bloquer les routes. Et là, pas de passage. C'est avec un slogan de Mouya Zéro, que parce que leur revendication ici, c'est que les choses qui avaient été promises après l'incident
qui s'est produit en décembre à l'hydrocarbure de Kaloum n'a pas été, les promesses n'ont pas été respectées d'un coup. Donc les dames sont sorties, qui n'ont pas à manger, il n'y a rien et tout, il n'y a pas de riz, avec des marmites. Dans les marmites qu'ils ont installées le long des routes ici, ils ont barré la route avec les marmites et les fourneaux et autres pour venir verser de l'eau sur les gens qui viennent pour passer, qui essaient de passer pour aller au travail, bien sûr, prennent de l'eau sale et puis jettent sur ces gens-là. Et puis c'est un peu ça le mouvement ici. C'est très tendu, très très tendu. Oui, Théophile. Et est-ce qu'on a des forces de l'ordre à côté? Est-ce qu'il y a la police? Et comment ils gèrent? Quelles sont leurs réactions? Non, pour le moment, il n'y a pas de gendarmes ni de policiers. Pour le moment, il n'y a pas de force de l'ordre. On ne constate pas leur présence pour le moment. Mais vu la situation, il y a certains qui viennent un à un et puis on voit une personne ou deux personnes qui viennent voir la situation et puis disparaissent dans la foule. Donc, on sent quelque chose sûrement qui va se passer. D'accord, merci beaucoup Aïcha Toumara. On peut dire déjà que de votre propre constat, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas eu pour le moment. Il n'y a pas eu d'incident pour le moment. Merci. Pour le moment, oui. Merci, d'accord. Et vous restez en repérage d'ici la fin de l'émission. Si nous le trouvons, si nous estimons nécessaire, nous pourrons vous contacter. Oui, Alassane Samou. Donc je poursuivais pour dire que donc ils ont cassé cet élan de solidarité là. Donc il fallait mieux coordonner justement les envois ou les réceptions de dons. Tantôt, je disais également que les femmes commençaient déjà à se plaindre pour dire que ces denrées qui étaient finalement mises à leur disposition n'arrivaient pas à bon port parce qu'elles ne recevaient pas ces différentes denrées-là. Et donc ça, c'est des problèmes. C'est des problèmes de coordination qui se posent. La seconde chose, on parle d'anticipation. Qui parle de gouverner, parle de manager, parle de planifier, organiser, diriger, contrôler et coacher. Et ça, c'est la capacité qu'on a à pouvoir amener les équipes à faire, à respecter les attentes des gens. Parce qu'en tant que président, quand on sort publiquement pour annoncer des choses, c'est qu'il y a des gens autour de vous. Le moindre mot ou la moindre promesse ou le moindre engagement que prend un chef de l'État, aussitôt auprès de lui, il y a des gens qui notent, qui veillent tout de suite à ce que cela puisse être respecté. Parce que la parole est sacrée, d'autant plus que la parole d'un chef d'État, quand il dit quelque chose dans les heures qui suivent, si la population ne voit pas ces faits-là, bien entendu, ça crée beaucoup de frustration. Et aujourd'hui, ces dames-là sont arrivées à ce niveau où elles se disent que on nous a promis qu'après l'explosion du dépôt de carburant, on va nous trouver des logements. Et aujourd'hui, on n'a pas vu ça. Dans un État aussi responsable, ça ne nous demande même plus assez de moyens. On a vu, quand ils étaient en train d'organiser le forum de l'étudiant récemment avec le ministère de l'Enseignement supérieur, on a vu des villages qu'ils ont pu construire autour de l'esplanade du Palais du Peuple, où on a vu des cases sortir de terre, mais dans une rapidité exceptionnelle. C'était des jeunes. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont au sein du ministère, qui sont dans les écoles techniques et professionnelles. Ces jeunes-là, voici l'opportunité de faire valoir leur apprentissage. Il y en a combien de menuisiers qui existent aujourd'hui? On a tout ce qu'il faut et on nous a fait savoir qu'aujourd'hui, notre économie se porte bien. On a entendu dans le discours de l'an, l'adresse de la nation du président de la République, malheureusement, c'est ce qu'on a entendu. Juste après, on est venu dire qu'il y aura la galère. Hein. Ben voilà. Donc c'est pour dire encore une fois qu'on avait d'autres solutions, on avait d'autres possibilités de pouvoir ramener, parce que si vous dites aux gens, par exemple, on déguerpit le marché de Niangama, mais qu'est-ce qu'on leur a proposé d'autre? Il faut des perspectives. Vous savez, DG Jacques, il faut beaucoup de pédagogie dans les actions que nous posons. Il faut savoir s'y prendre avec la population. Vous ne venez pas dire aux gens, vous n'occupez plus cet espace-là sans pour autant leur donner des solutions palliatives à côté. Si on a bloqué ce marché-là, quel autre marché on met à leur disposition pour savoir qu'il y a des femmes là-bas qui ne comptent que sur les activités qu'elles font dans ces marchés-là pour pouvoir nourrir leurs différentes familles. Donc si vous les cherchez de ces marchés-là, comment elles vont faire pour pouvoir nourrir les familles? La seconde chose, si vous les sachez de ces marchés-là, comment elles vont faire pour facilement accéder au marché, pour pouvoir acheter des vivres? Donc la distance devient plus longue et ça devient plus frustrant pour eux de pouvoir posséder un certain nombre de choses. Donc ce sont entre autres des éléments qu'il faut dire. Il faut plus de dynamisme dans les activités et dans les façons de faire pour pouvoir nous sortir de cela. C'est quand même déplorable de savoir que depuis jusqu'à aujourd'hui, aucune action n'a été
entreprise pour permettre à ce que ces femmes-là retrouvent des logements. En tout cas, s'il y a eu action, il n'y en a eu aucune communication. Et ces genres de personnes, il faut maintenir une communication, mais régulière avec ces dames-là, pour à chaque fois leur parler et leur faire comprendre, voici là où nous en sommes, voici ce que nous cherchons à faire pour vous. Mais imaginez que vous voyez, même en tant que jeune, que vous voyez vos mères, vos mamans, vos tantes, que vous les voyez, vos pères, vos grands-pères se retrouver dans les rues pour dormir à la belle étoile parce que tout simplement ils ont été victimes de quelque chose qui ne dépend pas d'eux, et c'est là où justement on appelle à l'État. Souvent quand les choses se passent, on a souvent l'habitude de dire les gens ne sont pas patriotes, mais le patriotisme aussi est passé par là. Quand on est dans un État, l'État favorise le patriotisme en étant présent auprès de ces populations, aux premiers instants. Et je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas en train d'être fait. Et ce sont des choses qui nous rattrapent et qui vont continuer à rattraper. Et jusqu'aujourd'hui, là, ça peut aller bien. Parce que l'erreur qu'il ne faut pas commettre, et j'entends bien que ça commence comme ça, les femmes se retrouvent en train de manifester, il n'y a pas de violence possible. Elles prennent des marmites, des fourneaux, c'est entre autres pour dire on va préparer désormais dans les rues et on va donner à manger aux gens parce qu'on est déjà dans la rue. Et finalement, elles prennent de l'eau dans les caniveaux, de l'eau de ruissellement, pour dissuader ceux-là qui vont passer, on va jeter ça sur eux pour les dissuader. Donc c'est pour dire que ceux-là qui doivent intervenir, je pense qu'il faut savoir faire et il faut faire attention à la façon dont on va vouloir réprimer cela. Il faut faire très attention. C'est des femmes, elles ne sont pas agressives, elles ne sont pas violentes, et je pense que c'est le moment de dire la vérité à ces gens-là, de mettre en place un vrai comité de gestion de crise qui sera dans l'anticipation et qui va maintenir une communication régulière avec ces dames-là. Et il faut parler à ces dames-là et il faut tout de suite démarrer en posant des actions concrètes, parce qu'encore une fois, ce qui démarre là risque d'encourager certaines personnes et on n'en souhaite pas. Il est encore temps de il y a des problèmes, il y a des problèmes partout. Alors, à ce que on vient d'entendre avec nos différents envoyés spéciaux sur le terrain, les différentes revendications de ces dames-là. Moi, je prends le cas de Coronti comme un cas social, parce que tous ces points de revendication, c'est social. Celui qui connaît Kaloum, c'est le plus grand quartier de Kaloum, Conakry, Coronti. Il y a Coronti 1, Coronti 2, Coronti 3. Mais qu'à cela ne tienne. Vous voyez, le lycée 28 septembre, c'est le seul établissement public dans le quartier. Donc, tous les enfants, ceux qui sont au niveau du collège et du lycée, viennent apprendre là. D'autres sont obligés d'aller dans les autres quartiers. Alors, aujourd'hui, les enfants de Coronti ne vont pas à l'école parce que l'école a été décoiffée, il y a eu des dégâts. De l'autre côté... En principe, ils ont été, on les a dispatchés. Oui, mais sauf que dans ces écoles-là déjà... Mais il y a combien de lycées même à Kaloum? Il n'y a que 28 septembre, 2 octobre. Deux. C'est le 2. 28 septembre et le lycée 2 octobre. Alors, là où on les a envoyés, c'est Tombo 2 ou Tombo 1. Là-bas, imaginez, les enfants suivaient les cours et le matin et le soir. Donc, ils sont obligés de revoir le programme. Donc, normalement, les différents groupes pédagogiques qui sont prévus au niveau du lycée 28 septembre, aujourd'hui, n'arrivent plus à suivre normalement les cours normalement. Ça, c'est un premier aspect. Ça, c'est social. Deuxièmement, vous avez le seul hôpital, le seul établissement sanitaire de Coronti qui est touché. On apprenait avec Mohamed Ali que normalement, ce ne serait-ce que le budget de fonctionnement de cet hôpital, on pouvait procéder à la rénovation. Avec les entrées de l'hôpital, on pouvait rénover. Ce qui s'est passé, c'est pas fait. Un autre cas social. Donc ça veut dire que rien qu'on s'arrête à ces deux points, Coronti ne vit plus depuis l'explosion du dépôt central. Plus loin, il y a le marché Nyengema. Nyengema, pratiquement toutes les femmes qui vendent dans ce petit marché, pratiquement viennent de Coronti. Donc elles n'ont plus de toit. Elles n'ont plus là où aller vendre. Les enfants ne vont plus à l'école. Elles vont s'attendre à quoi? Elles n'ont plus là où aller se soigner. Elles n'ont pas là où aller se soigner. Elles ont quoi en fin de compte? Alors, il y a eu explosion. Les maisons ont été touchées, endommagées. L'État promet de leur venir en aide. Mais comment? Rappelez-vous, c'est lors du dernier conseil des ministres.
on a vu le président faire cette sortie pour repartir les tâches, demander au gouverneur de la Banque centrale, chose que je n'ai pas compris, en demandant au gouverneur de la Banque centrale de réévaluer les risques et les dommages qui ont été causés. Qu'est-ce qu'il faut pour rapidement trouver des solutions, des moyens. C'est-à-dire que le comité de crise n'a servi à rien. À rien. C'est ce que ça veut dire. Et plus loin, il a demandé au ministre de la Justice et son homologue des Affaires étrangères de recontacter tous les pays qui avaient émis des souhaits, qui avaient une certaine expérience de la gestion des crises, comme ce qu'on a pu enregistrer au mois de décembre ici. Voyez un peu, depuis le 18 décembre. Ça fait 2 mois. Et ce n'est que maintenant, on instruit aux membres du gouvernement de prendre des décisions pour rapidement de trouver des solutions pour dédommager, pour reloger, pour rénover, ainsi de suite. Mais pendant ce temps, on a fait des mobilisations. On va trouver de quoi, certes, il y a certains parents qui, à travers ceux qui ont été touchés directement, ont trouvé des solutions. D'autres ont pu trouver des logements vers Koya. Mais pour l'ensemble des populations à qui on a promis beaucoup, rien. Ça veut dire que socialement, Koronti ne vit plus. Koronti a besoin de la Guinée. Quand il y a eu l'explosion, oui, on a dit pénurie de carburant, c'est toute la Guinée qui a été touchée. Mais dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a fait pour ces populations-là qui aujourd'hui sont en train de vivre... nous apprend à l'instant T qu'il y a plusieurs pick-up de la police qui viennent d'arriver pour encadrer la manifestation. Donc ils viennent d'arriver sur les lieux et on pourra comprendre dans les minutes à venir. Si on encadre, c'est bon. On peut interdire les manifestations, mais il y a de ces manifestations qui vous imposent des choses. C'est toujours en retard dans ce genre de situation. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on n'a pas assez d'expérience dans la gestion de crise, ou on n'a pas des gens ici compétents qui peuvent gérer une crise? Je pense qu'il y a des spécialistes. Je pense que dans ce pays, il y a des gens qui peuvent gérer des crises. Au moment où on parle, Caps nous l'apprend, en fait, c'est inimaginable, c'est pas normal qu'après un long moment, jusqu'à présent, on n'a pas d'issue, on n'a pas de visibilité, c'est le mot, sur comment la crise est en train d'être gérée. Et l'un des principes majeurs, c'est la clairvoyance, qu'on sache. Vous pensez que c'est de façon futile, ils sortent, ils auraient pu attendre. Mais ceux qui accentuent, ceux qui ravivent ou ceux qui leur donnent encore le courage de sortir, c'est effectivement, ils savent que l'argent a été donné. Ils savent que des gens ont mis de l'argent. Ils savent qu'il y a eu des dons. Ils savent que les autres sont en train de mieux vivre. Ils savent beaucoup de choses. Ils voient. Et c'est pour ça, ils sont en train de, au-delà de la peine qu'ils ont de vivre chaque jour, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire cela. Dans toutes ces crises, il y a des signes précurseurs, il y a des signes qui ont déclenché. Et aujourd'hui encore, au moment où on est en train de parler, la crise, on ne sait pas. On ne sait pas les tenants ni les aboutissants. Aujourd'hui, le nombre de familles qui ont pu avoir quelque chose, on ne sait pas. L'argent qui est venu, on ne sait pas où c'est parti. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le nombre exact de morts. Le nombre exact de morts, on parle de 3 dizaines. On parle de 3. On parle de 3 dizaines. Et donc, ce qui caractérise et ce qui est en train de faire que. Et ça, c'est petit. Si ce n'est pas en train. Si ça ne se gère pas. Si aujourd'hui, ils viennent juste pour encadrer la manif, ça ne va pas donner des solutions. Ils risquent de commettre le pire, c'est venir encore promettre, dire non, demain on va faire, sans avoir au préalable analysé. De toutes les façons, ils n'ont pas le choix que de canaliser. Mais il faut analyser, il faut réfléchir avant que de dire un mot. Alors merci à tous les trois, si vous permettez.